Il est 4h51 du matin. Les gendarmes arrivent devant un pavillon tranquille de Cagnac-les-Mines, une commune du Tarn que personne ne connaît. Ils ont reçu un appel 40 minutes plus tôt. Un mari inquiet. Sa femme a disparu dans la nuit. Ce genre d'appel, ils en reçoivent. Les gens partent, les couples se séparent, les femmes fuguent, c'est ce qu'ils pensent en sortant de leur véhicule. Mais quand ils entrent dans la maison, l'homme qui les accueille est en pyjama panda. Il est en train de faire tourner une machine à laver. À 4h51 du matin. Il leur explique, calme, qu'il a préféré lancer une lessive plutôt que de tourner en rond en attendant leur arrivée. Les gendarmes échangent un regard. Quelque chose ne va pas. Ils ne savent pas encore à quel point. Ce qu'ils ignorent à ce moment précis, c'est que derrière cette scène domestique et anodine, un homme, un pyjama, une machine à laver, se cache peut-être l'un des crimes les plus froids et les plus calculés que la France ait connus depuis des années. Et ce qu'ils ignorent encore davantage, c'est que 5 ans plus tard, un jury allait condamner cet homme à 30 ans de prison. Sans corps, sans armes, sans scène de crime identifiable. Pour la première fois de l'histoire judiciaire française récente, 12 citoyens ordinaires allaient décider qu'un homme était coupable de meurtre sur la base d'un principe simple et terriblement humain. L'intime conviction. Et aujourd'hui, ce même homme attend un second procès. Parce qu'il clame toujours son innocence. Parce que ses avocats affirment que la justice a condamné le mauvais homme. Parce que le corps de Delphine Jubillard n'a toujours pas été retrouvé. Alors la vraie question, celle qui hante cette affaire depuis le début, reste entière. Est-ce que Cédric Jubillard a tué sa femme, ou est-ce que la France vient peut-être de commettre une erreur judiciaire monumentale ? Expression criminelle. Retour en arrière. La vie avant. Avant de répondre à cette question, il faut comprendre qui étaient vraiment Delphine et Cédric Jubillard. Pas les personnages que les médias ont construits. Les vraies personnes. Delphine Ossaguel naît en 1987 à Gaillac, dans le Tarn. Elle grandit dans une famille aimante, ordinaire, du sud de la France. Elle est décrite par tous ceux qui la connaissent de la même façon. Généreuse, souriante, dévouée. Elle choisit un métier d'aide aux autres. Elle devient infirmière. Elle travaille de nuit à la clinique Claude Bernard d'Albi. C'est une femme qui se lève quand les autres dorment pour s'occuper des malades. Ce détail, on y reviendra. Parce qu'il va tout changer dans la nuit du 15 décembre. Elle rencontre Cédric Jubillard dans les années 2000. Lui, c'est une autre histoire. Cédric a grandi dans l'instabilité, ballotté de familles d'accueil en foyer pour mineurs jusqu'à ses 18 ans. Un enfant que personne ne voulait vraiment garder. Un adolescent qui a appris très tôt que les liens peuvent se rompre du jour au lendemain, sans explication. Les psychiatres et psychologues qui l'examineront plus tard parleront d'un vide affectif profond, d'une peur panique de l'abandon, d'un homme qui ne supporte pas l'idée de perdre ce qu'il possède. Quand Cédric rencontre Delphine, il trouve quelque chose qu'il n'a jamais vraiment eu, un ancrage, une famille, un foyer. Ils se marient, ils ont 2 enfants. Ils s'installent dans un pavillon à Cagnac-les-Mines, une commune de quelques milliers d'habitants à une demi-heure d'Albi. En apparence, c'est la vie normale. Mais sous la surface, quelque chose se dégrade lentement. Cédric est peintre en bâtiment. Il travaille par intermittence. Il fume du cannabis quotidiennement, 10 joints par jour, dira-t-on plus tard. Il joue en ligne, dépense de l'argent que le couple n'a pas. Delphine compense. Elle travaille, elle gère, elle tient la maison pendant que lui dérive. Et puis, il y a la jalousie. Ceux qui connaissent le couple décriront Cédric comme possessif, contrôlant. Une jalousie qui s'intensifie avec les années, qui devient étouffante, qui transforme le quotidien en quelque chose de lourd, de tendu, d'épuisant. Delphine commence à changer en 2020. Elle consulte un avocat pour une séparation. Elle entame une relation avec un autre homme, une relation que les enquêteurs décriront plus tard comme la première pierre d'une nouvelle vie qu'elle semblait vouloir construire loin de Cédric. Elle se projette dans un avenir sans lui. Elle reprend le contrôle. Et lui ne l'accepte pas.
La journée du 15 décembre 2020. Le 15 décembre 2020 est une journée ordinaire en apparence, mais chaque détail de cette journée va prendre, rétrospectivement, une importance capitale. Ce matin-là, Delphine Jubilliard se rend à la banque. Ce n'est pas anodin. Elle va changer les codes d'accès de sa carte bleue. Elle veut couper l'accès de Cédric à ses comptes. Il ponctionnait régulièrement ses économies. Elle a décidé que c'était terminé. C'est un acte de rupture définitive. Un signal clair envoyé à celui qu'elle veut quitter. Cédric le sait. Ou en tout cas, il va rapidement l'apprendre. Cette nuit-là, Delphine travaille à la clinique. Elle finit son service. Elle rentre chez elle aux alentours de 23 heures, selon les reconstitutions. Deux voisines qui habitent à 150 mètres du domicile des Jubillards entendent quelque chose cette nuit-là. Des cris de femmes. L'une d'elles les décrira comme des cris de peur et d'effroi. L'autre confirmera. 23 heures. Des cris qui s'arrêtent. Et ensuite, plus rien. Le téléphone de Cédric Jubilliard, lui, a cessé toute activité à 22h08. Il a été rallumé à 3h53 du matin. 5h45 de silence téléphonique total dans une nuit où sa femme allait disparaître. À 4h09, Cédric envoie un message à une amie de Delphine. Dit à Delphine de rentrer. La femme lui répond « Non, Delphine n'est pas avec moi ». 16 minutes plus tard, à 4h25, il appelle la gendarmerie. Et 26 minutes après cet appel, les gendarmes arrivent et trouvent un homme en pyjama panda qui fait tourner une machine. Sauf qu'un détail change tout. La machine à laver contient la housse de couette du lit parental. Et quand les enquêteurs l'analyseront, ils trouveront des traces de sang dessus. Et dans les eaux de vidange de la machine, l'eau qui a été évacuée avant l'arrivée des gendarmes, d'autres traces hématiques. Quelqu'un a lavé cette housse cette nuit-là, très précipitamment. Avant d'appeler la police, la question qui se pose immédiatement est simple. Pourquoi un homme qui vient de découvrir que sa femme a disparu passe-t-il son temps à faire la lessive plutôt qu'à la chercher? L'enquête commence. Les gendarmes ne sont pas dupes. Dès les premières heures, ils remarquent autre chose. La voiture de Delphine est garée devant la maison, mais elle n'est pas dans la position habituelle. Elle est en descente, alors qu'elle la laissait toujours en montée. Et les experts en véhicule détectent quelque chose d'étrange, de la condensation à l'intérieur. Une condensation qui indique une présence humaine prolongée dans l'habitacle pendant la nuit. Quelqu'un a été dans cette voiture, longtemps, pendant que la nuit passait. La semaine qui suit, les gendarmes organisent une battue. Plus de 1000 personnes ratissent les alentours de Cagnac-les-Mines. Parmi elles, Cédric Jubilliard. Il est là, il participe, il cherche, ou fait semblant de chercher. Mais les enquêteurs observent. Et le comportement de Cédric pendant cette battue va attirer leur attention. Ils ne diront pas encore pourquoi publiquement, mais ils regardent. Le 6 janvier, une nouvelle perquisition a lieu avec un géoradar, un appareil capable de scanner les sols et les murs à la recherche de cavités ou d'objets enfouis. 11 heures de fouilles dans la maison et aux alentours. Rien. Le corps de Delphine n'est nulle part, ou en tout cas nulle part où les gendarmes cherchent. Les semaines passent, les mois passent, et Cédric, lui, continue à afficher une apparence de normalité qui va progressivement devenir son problème le plus grave. Le 4 juin 2021, soit moins de 6 mois après la disparition de sa femme, il publie une photo sur les réseaux sociaux. Une photo de lui, souriant, avec une nouvelle femme. La France entière réagit, parce que l'image contraste brutalement avec celle d'un homme en deuil qui cherche son épouse disparue. Cédric Jubilliard explique. Il dit qu'il a le droit de vivre. Il dit que Delphine ne reviendra pas. Il dit que ses enfants ont besoin de stabilité. Peut-être. Mais à ce moment précis, l'opinion publique a basculé. Et les enquêteurs, eux, ont continué à travailler. La bascule, l'arrestation le 18 juin 2021, 6 mois et 3 jours après la disparition de Delphine Jubilliard. Cédric Jubilliard est convoqué pour une audition. Il ne sait pas encore que c'est la dernière fois qu'il sortira libre de chez lui pour longtemps. À l'issue de cette audition, les deux juges d'instruction, Audrey Asma et Coraline Chartier, le mettent en examen pour homicide volontaire par conjoint et le placent en détention provisoire à la prison de Toulouse. Cédric Jubilliard clame son innocence. Il le criera ce jour-là.
Il le criera pendant 4 ans d'instruction. Il le criera pendant 4 semaines de procès. Je n'ai absolument rien fait à Delphine. Je vous l'ai toujours dit. Mais voilà ce que les enquêteurs ont accumulé pendant 6 mois. Un téléphone éteint pendant 5 heures et 45 minutes dans la nuit du meurtre présumé. Des cris de femmes entendus par 2 voisines indépendantes. Une housse de couette lavée en urgence à 4 heures du matin, contenant des traces de sang. Des eaux de vidange révélant des traces hématiques. Des traces de salive retrouvées sur le pyjama de Cédric au niveau des épaules. Les enquêteurs y voient le signe possible d'un corps transporté. La voiture de Delphine déplacée, avec condensation nocturne, un comportement suspect lors de la battue. Et surtout, le téléphone de Delphine. Ce téléphone que personne n'a jamais retrouvé, mais dont les serveurs ont conservé la trace. Entre minuit et 6h52 le 16 décembre, l'appareil de Delphine a été activé à 6 reprises. Des manipulations qui, selon les experts de Huawei, nécessitent obligatoirement une intervention humaine, une intervention physique. Quelqu'un a touché ce téléphone cette nuit-là. Et ce n'était pas Delphine, parce que Delphine, elle, avait disparu. Attendez, parce qu'il y a un élément que je n'ai pas encore mentionné, un élément qui va changer toute votre lecture de cette affaire. Mais avant d'en parler, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, maintenant c'est le bon moment. Pas parce que je vous le demande gentiment. Parce que si vous lâchez la vidéo maintenant pour chercher la suite ailleurs, vous allez rater ce qui vient. Et je vous garantis que vous ne trouverez pas cette analyse-là nulle part ailleurs. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche et on continue. La révélation. Ce que Cédric a dit à sa maîtresse. Voilà l'élément que personne n'attendait. Après son incarcération, Cédric Jubillard rencontre une femme. Une nouvelle relation, développée depuis la prison lors de parloirs. Une trentenaire qui commence à lui rendre visite régulièrement. Et lors de l'un de ces parloirs, Cédric Jubillard lui dit quelque chose. Une phrase. 5 mots qui vont hanter tout le procès. Selon cette femme, interrogée par les gendarmes et qui confirmera ses déclarations sous serment, Cédric lui aurait dit « J'ai déjà tué une fois. Ne me trompe pas, et tout se passera bien. » 5 mots, suivis d'une menace à peine voilée. La défense va contester la fiabilité de ce témoignage. Elle dira que cette femme ment, qu'elle a été manipulée, qu'elle cherche à se mettre en avant. Mais le tribunal, lui, va en tenir compte. Et c'est pas tout. Cette même femme va révéler quelque chose d'autre. Quelque chose que Cédric lui aurait confié concernant la housse de couette, celle que les gendarmes ont trouvée dans la machine à laver cette nuit-là. Selon elle, Cédric lui aurait expliqué pourquoi il l'avait lavée. Il lui aurait dit qu'il avait étranglé Delphine et que la housse de couette portait des traces de pertes urinaires consécutives à cet étranglement. Réfléchissez à ce que cela signifie. Si ce témoignage est vrai, et les jurés l'ont retenu, Cédric Jubillard aurait admis à cette femme le mécanisme précis de la mort de Delphine et aurait expliqué pourquoi il avait lavé la couette avant l'arrivée des gendarmes. Pas pour des raisons hygiéniques, pour effacer les preuves. Sauf qu'on est en 2025 et que les laboratoires d'analyse forensique sont devenus suffisamment précis pour retrouver des traces même dans des eaux de vidange. Le procès. 4 semaines pour décider sans preuve. Le 22 septembre 2025, le procès s'ouvre à Albi. 4 semaines d'audience, 300 journalistes accrédités, la France entière qui regarde. L'affaire Jubillard est devenue, au fil des 5 années d'instruction, quelque chose qui dépasse largement Cagnac-les-Mines et le Tarn. Elle est devenue un miroir dans lequel la société française se regarde. Une question collective sur la violence conjugale, sur les femmes qui disparaissent, sur les hommes qui restent. Sur un principe fondamental, peut-on condamner sans preuve directe? C'est la question centrale du procès, et elle est vertigineuse. D'un côté, l'accusation présente un dossier construit sur l'accumulation. Pas de preuve unique, décisive, irréfutable, mais un faisceau d'indices, la housse, le téléphone, les cris, la condensation, le comportement, la phrase du parloir, qui, pris ensemble, dessinent un tableau. Un tableau que les procureurs résument ainsi. Il n'existe aucune autre explication cohérente à la disparition de Delphine Jubillard que le meurtre commis par son mari. De l'autre côté, la défense. Elle ne cherche pas à prouver que Cédric est innocent.
Elle cherche à démontrer que la culpabilité n'est pas prouvée. Ce sont deux choses très différentes. Les avocats de Cédric soulignent pas de corps, pas d'armes, pas de scène de crime, pas d'aveu, pas de témoin du crime lui-même, des traces forensiques ambiguës, un témoignage de parloir contestable. Comment condamner un homme à 30 ans de prison sur la base de ça, demande-t-il. Et c'est là que l'affaire Jubillard touche quelque chose de profondément inconfortable dans notre rapport à la justice, parce que les deux questions sont valides simultanément. Est-il possible que Cédric Jubillard ait tué Delphine sans laisser la moindre trace physique de son corps? Oui, c'est possible. Est-il possible que Cédric Jubillard soit innocent et que Delphine ait disparu pour une raison que personne n'a encore trouvée? Oui, c'est également possible. Et c'est cette impossibilité de trancher avec certitude qui rend cette affaire si déstabilisante. Le portrait psychologique. Qui est vraiment Cédric Jubillard? Pour comprendre ce que les jurés ont tranché, il faut comprendre l'homme qui se trouvait dans le box. Cédric Jubillard, pendant 4 semaines de procès, présente un visage qui va fasciner les observateurs et les experts en comportement. Il est calme. Trop calme. Son avocat le dira lui-même plus tard. Aucune émotion ne semble percer de son visage de cire. Quand les témoins racontent la douleur de la famille de Delphine, quand les frères et la sœur de sa femme viennent dire comment ils ont vécu 5 ans de deuil sans corps, sans réponse, sans droit de faire leur deuil, Cédric regarde. Il n'exprime rien. Les experts en psychologie criminelle qui ont étudié son profil au cours de l'instruction brossent le tableau d'un homme à la personnalité complexe. L'enfance en foyer a laissé des traces. La peur de l'abandon est structurelle. Le contrôle est un mécanisme de survie appris très tôt. Perdre Delphine, pas à la mort, mais à la liberté de Delphine de partir, était une perspective insupportable. Un expert témoignera que chez certains profils, le passage à l'acte violent n'est pas le résultat d'une préméditation longue, mais d'un effondrement brutal devant une menace perçue comme existentielle. Delphine qui change les codes bancaires, Delphine qui s'affiche avec un autre homme, Delphine qui construit une nouvelle vie sans lui. C'est l'effondrement de l'identité. Et parfois, cet effondrement produit la violence la plus radicale. Mais, et c'est le mais qui fait toute la différence, cela reste de la psychologie, de l'interprétation. Pas une preuve. Le journaliste qui a couvert le procès pour le Figaro a posé la question qui résume tout. Comment un type les yeux rouges, le cerveau embrumé qui fumait 10 joints par jour a pu commettre le crime parfait, tuer sa femme sans laisser la moindre trace, transporter son corps secrètement, l'enterrer quelque part qu'on n'a pas trouvé, revenir chez lui raconter aux gendarmes qu'elle a disparu. Tout ça pendant que ces 2 gamins dormaient dans leur chambre. Et il conclut « Génie du bluff, idiot chanceux ou pauvre innocent ?» C'est la question à 30 ans de prison. Le 17 octobre 2025, 4 semaines de procès, des centaines d'heures d'audience, des dizaines de témoins, d'experts, de psychiatres, d'enquêteurs. Les jurés se retirent pour délibérer. 6 heures de délibéré. 6 heures pendant lesquelles 12 personnes ordinaires, citoyens tirés au sort, ni juges, ni avocats, ni experts, vont se regarder dans les yeux et décider du destin d'un homme. Sans corps, sans armes, sans scène de crime. Avec seulement leur intime conviction. Cette notion juridique française qui dit qu'un juré peut condamner s'il est intimement persuadé de la culpabilité de l'accusé, même en l'absence de preuves formelles. C'est un concept que les anglo-saxons trouvent effrayant. Il n'y a pas de standard de preuve codifié comme le Beyond Reasonable Doubt du droit américain. Il y a l'intime conviction, la certitude subjective d'un groupe de citoyens. À l'issue des 6 heures de délibéré, le verdict tombe. Coupable. 30 ans de réclusion criminelle. Dans le box, Cédric Jubillard écoute la sentence. Son visage reste ce masque que la cour a appris à connaître pendant 4 semaines. Il prend la parole une dernière fois. « Je tiens à dire que je n'ai absolument rien fait à Delphine. » Ses avocats annoncent immédiatement l'appel, et le procès en appel est fixé. 21 septembre 2026, Toulouse. Exactement 1 an après l'ouverture du premier procès. Ce que l'appel change, et ce qui reste. Ce deuxième procès n'est pas une simple formalité. En France, l'appel d'une décision de cour d'assises signifie un nouveau procès complet. Pas un réexamen du premier jugement, un nouveau jury, de nouveaux débats,
Les mêmes preuves ou des preuves nouvelles, si elles existent, présentées à de nouveaux citoyens. Tout peut changer. Et c'est là que cette affaire prend une dimension qui dépasse le cas Jubillard lui-même. Parce que la question posée au procès en appel de Toulouse en septembre 2026 n'est pas seulement « Cédric Jubillard a-t-il tué Delphine ?» C'est quelque chose de plus large et de plus inconfortable. Jusqu'où peut aller l'intime conviction? La France a connu des erreurs judiciaires. Patrick Dils, condamné à 15 ans de prison pour le meurtre de 2 enfants qu'il n'avait pas commis. Omar Haddad, condamné sur la base d'inscriptions sur un mur et d'un profil de jardinier immigré. La liste existe. Elle est courte, mais elle existe. Les avocats de Cédric Jubillard vont plaider la même chose qu'au premier procès, mais avec une force renouvelée. Il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de preuve matérielle du crime. Il n'y a pas d'aveu. Et condamner un homme à 30 ans de prison sans aucun de ces éléments, c'est accepter que l'intime conviction peut combler n'importe quel vide probatoire. Et si l'intime conviction peut tout combler, qu'est-ce qui protège les innocents? C'est la question philosophique derrière le dossier judiciaire. Mais il y a aussi l'autre côté. Si Cédric Jubillard est acquitté en appel, qu'est-ce que cela signifie pour Delphine, pour sa famille, pour ses enfants qui grandissent sans leur mère et sans réponse? Si personne n'est condamné qui a tué Delphine Jubillard, parce que les enquêteurs, eux, n'ont jamais sérieusement envisagé d'autres pistes, pas de rôdeur identifié, pas d'amant suspect, pas d'anomalie dans l'entourage de Delphine qui expliquerait sa disparition autrement. L'acquittement ne créerait pas la vérité. Il créerait juste un vide supplémentaire. Et ce vide, c'est Delphine. Toujours introuvable, toujours quelque part. Dans la terre peut-être d'un endroit que personne ne connaît encore. Les zones d'ombre qui restent. Il y a des choses que ce procès n'a pas résolues. Des questions qui restent ouvertes. Où est le corps de Delphine? C'est la question fondamentale. 5 ans de recherche, des géoradars, des chiens, des plongeurs dans les rivières, des battues dans les bois, des fouilles dans une ferme incendiée. Rien. Si Cédric Jubillard a tué Delphine et transporté son corps, il l'a fait pendant une fenêtre de temps très courte, entre la nuit du 15 et l'arrivée des gendarmes à 4h05 AM, dans un état présumé d'agitation et de panique, avec 2 enfants qui dormaient dans la maison. Et il a trouvé une cachette tellement efficace que 5 ans de recherche intensive n'ont rien donné. Est-ce plausible? Les experts disent oui. Un corps peut disparaître dans des zones rurales si l'enfouissement est suffisamment profond ou si la décomposition est avancée. Le Tarn n'est pas une région urbaine. Les forêts, les terrains, les cours d'eau sont nombreux. Mais c'est un des éléments les plus troublants de l'affaire. Parce que Cédric Jubillard n'est pas décrit comme un homme particulièrement organisé ou prévoyant. Il fume 10 joints par jour. Il joue en ligne. Il gère mal ses finances. Il publie une photo avec sa nouvelle compagne moins de 6 mois après la disparition de sa femme. Ce n'est pas le profil classique de quelqu'un qui planifie méticuleusement un crime parfait et la disparition d'un corps. Sauf que les crimes parfaits ne sont pas toujours commis par des gens parfaitement organisés. Parfois, ils sont commis par des gens ordinaires que les circonstances ont rendus capables de choses extraordinaires, dans un sens comme dans l'autre. Il y a aussi la question du téléphone de Delphine. Ce téléphone qui a été activé 6 fois entre minuit et 6h52, qui a été manipulé physiquement, selon les experts Huawei, et qui n'a jamais été retrouvé. Où est ce téléphone? Qui l'a manipulé cette nuit-là? Et pourquoi? Si Cédric l'a manipulé après le crime pour créer une fausse piste ou simplement pour l'éteindre, il aurait dû le jeter avec le corps, ce qui expliquerait qu'on ne l'ait pas retrouvé. Mais si quelqu'un d'autre l'a manipulé, un scénario que la défense n'a pas réussi à développer de façon convaincante, alors l'affaire prend une dimension totalement différente. Et puis, il y a la nuit elle-même. Delphine revient du travail vers 23h. Des cris sont entendus. Son téléphone reste à proximité du domicile. Cédric a son téléphone éteint. La couette est lavée. Les gendarmes arrivent à 14h05 AM. Que s'est-il passé pendant ces 5 heures? Personne ne le sait avec certitude. Pas les enquêteurs, pas les jurés, pas vous, pas moi. Cédric Jubillard le sait peut-être, et il dit que Delphine est partie, qu'elle est sortie dans la nuit et qu'il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Peut-être. Ou peut-être que la vérité est dans la housse de couette, dans les eaux de vidange.
dans les 6 activations d'un téléphone qu'on n'a jamais retrouvé. Ce que cette affaire dit de nous. L'affaire Jubillard a fasciné la France pendant 5 ans pour une raison qui dépasse le crime lui-même. Elle parle de nous, de ce que nous voulons croire, de ce que nous pouvons prouver, et de l'écart vertigineux entre les deux. Elle parle des femmes qui disparaissent en France, des milliers de femmes victimes de violences conjugales, des signaux d'alarme que l'entourage voit, le contrôle, la jalousie, l'isolement, et qu'on ne traduit en danger immédiat que quand il est trop tard. Delphine avait entamé les démarches pour partir. Elle avait consulté un avocat. Elle avait changé ses codes bancaires. Elle était en train de reprendre sa vie. Mais elle n'a pas eu le temps de partir. Si Cédric l'a tuée, et c'est ce que le tribunal a retenu, elle est morte, précisément parce qu'elle essayait de s'en aller, précisément à cause de ce qui aurait dû la sauver. C'est la tragédie centrale de cette affaire. Et c'est pour ça qu'elle résonne au-delà du Tarn, au-delà des procédures juridiques, au-delà du débat sur l'intime conviction. Elle parle du moment le plus dangereux dans la vie d'une femme qui veut partir. Les études criminologiques le confirment. C'est dans les semaines qui entourent la séparation que le risque de violence létale est le plus élevé. Quand l'homme comprend que c'est définitif. Quand il réalise qu'il ne peut plus contrôler ce qu'il voulait contrôler. Cédric Jubillard avait vu Delphine partir à la banque ce matin-là pour changer ses codes. Il savait que c'était terminé. Ce soir-là, Delphine est revenue à la maison et elle n'en est plus repartie. Septembre 2026, ce qui attend. Dans quelques mois, à Toulouse, tout se jouera à nouveau. Un nouveau jury. De nouveaux citoyens qui ne savent rien de Cédric Jubillard, de Delphine, de la machine à laver, du pyjama panda, du téléphone, des cris dans la nuit. Ils vont tout réapprendre depuis le début, et ils vont décider. Soit ils confirment. 30 ans. Et Cédric Jubillard passera le reste de sa vie active en prison pour le meurtre d'une femme dont le corps n'a jamais été retrouvé. Soit ils acquittent, et Cédric sort. Et Delphine reste quelque part dans un endroit que personne ne connaît, et la famille de Delphine n'a plus rien. Pas de corps, pas de coupable, pas de réponse. Il y a une troisième option que personne ne dit vraiment à voix haute, mais que certains juristes évoquent discrètement. Et si le procès en appel permettait de découvrir quelque chose de nouveau, un témoignage qui n'a pas encore été entendu, une trace forensique que les analyses initiales ont manqué, un élément dans le téléphone de Delphine ou de Cédric qu'on n'a pas encore analysé correctement. L'affaire n'est pas fermée. Elle ne l'est pas tant que Delphine n'est pas retrouvée, et elle ne le sera peut-être jamais. C'est la malédiction des affaires sans corps. Elle reste ouverte, dans les dossiers, dans les mémoires, dans les cauchemars de la famille. Delphine Jubillard avait 33 ans le soir du 15 décembre 2020. Elle avait 2 enfants. Elle avait des projets. Elle s'appelait Delphine Ossaguel avant de s'appeler Jubillard. Et derrière tout le bruit médiatique, derrière les débats juridiques sur l'intime conviction, derrière les questions sur Cédric, c'est elle qui devrait être au centre de cette histoire. Une femme qui voulait juste partir et qui a disparu dans la nuit. Ce que les experts ont dit au procès. Il y a quelque chose qui n'a quasiment pas été traité dans les médias grand public lors du procès de septembre 2025. Quelque chose qui mérite qu'on s'y arrête vraiment. Les experts en comportement. Pendant 4 semaines, la cour d'assises du Tarn a entendu non seulement des enquêteurs et des témoins, mais aussi des spécialistes de la psychologie criminelle, des profileurs, des psychiatres mandatés par les juges d'instruction. Et ce qu'ils ont dit sur Cédric Jubillard va bien au-delà du simple portrait d'un homme jaloux. Le premier élément qui frappe, c'est la notion de détachement émotionnel. Au cours de l'instruction, lors de ses interrogatoires face aux juges Asmat et Chartier, Cédric Jubillard a toujours maintenu une cohérence narrative remarquable. Il ne se contredit pas, il ne craque pas, il ne pleure pas. Il répète inlassablement sa version des faits, avec une constance que certains experts ont jugée pathologique. Ce n'est pas le comportement d'un coupable qui s'effondre sous la pression. Ce n'est pas non plus le comportement d'un innocent en détresse qui supplie qu'on le croie. C'est quelque chose d'autre. Un expert psychiatre a utilisé le terme de clivage défensif. Un mécanisme psychologique par lequel certains individus séparent hermétiquement leur réalité intérieure de ce qu'ils présentent au monde. Ils ne mentent pas de la façon dont vous et moi mentirions,
avec de l'hésitation, de la transpiration, des contradictions. Ils habitent leur version des faits. Cela peut signifier deux choses très différentes. Soit Cédric Jubillard a tellement intégré son histoire de la disparition de Delphine qu'il y croit réellement. Ce que les psychologues appellent la fabulation défensive, un état dans lequel le cerveau réécrit les faits pour protéger l'individu de la réalité insupportable de ce qu'il a fait. Soit il est vraiment innocent, et il répète inlassablement la vérité depuis 5 ans. Les jurés du premier procès ont tranché, mais la question reste intacte. Parce que si Cédric Jubillard est dans un état de fabulation défensive, il ne peut pas avouer. Non pas parce qu'il refuse, mais parce que son cerveau a effacé l'acte lui-même. C'est rare, c'est cliniquement documenté. Et c'est ce qui expliquerait pourquoi, après 5 ans d'incarcération, il continue à nier avec la même intensité. Pas par calcul, parce qu'il ne se souvient peut-être plus, ou peut-être qu'il se souvient de tout, et qu'il est simplement très doué pour mentir. Ces deux hypothèses sont compatibles avec ce qu'on observe. Et c'est la raison pour laquelle cette affaire ne ressemble à aucune autre. La France sans corps, un précédent judiciaire. La condamnation de Cédric Jubillard à 30 ans de réclusion sans corps, sans armes, sans scène de crime, c'est historiquement rare en France. Pas unique, mais rare. Et ça soulève une question que les juristes devraient se poser collectivement. En France, l'intime conviction est une notion qui remonte au Code d'instruction criminelle de 1808, à l'époque de Napoléon. Elle a survécu à 2 siècles d'évolution juridique parce qu'elle incarne un principe fondamental, la confiance dans le jugement humain collectif. Si 12 citoyens honnêtes et libres sont convaincus de la culpabilité d'un accusé, leur conviction a une valeur. Mais en 2025, en plein air de la science forensique, des analyses ADN, des données téléphoniques et des algorithmes de géolocalisation, est-ce que l'intime conviction est encore le bon outil? D'un côté, on a des technologies qui permettent de retrouver des traces hématiques dans des eaux de vidange, d'analyser les activations d'un téléphone à la seconde près, de détecter la présence humaine dans un véhicule via la condensation. Des outils qui auraient paru miraculeusement précis à un juge du XIXe siècle. De l'autre, on a un crime où, malgré toute cette technologie, le corps n'a pas été retrouvé, où les traces ADN sont ambiguës, selon l'experte, où le témoignage central provient d'une femme dont la crédibilité est contestée. Est-ce que la technologie a rendu la vérité plus accessible, ou est-ce qu'elle a rendu l'illusion de la vérité plus convaincante? L'affaire Jubillard va certainement alimenter ce débat pendant des années dans les facultés de droit. Parce qu'elle est l'exemple parfait de la tension entre 2 légitimités, la légitimité de la preuve et la légitimité de la conviction. Ce qu'on oublie parfois de dire. Au milieu de tout ce débat juridique et psychologique, il y a quelque chose qu'on oublie parfois. Delphine Jubillard avait une vie, avant d'être la victime de l'affaire Jubillard, avant d'être le nom qui défile sur les chaînes d'information, avant d'être le symbole d'un débat sur l'intime conviction. Elle avait 33 ans. Elle se levait la nuit pour aller soigner des malades. Elle aimait ses enfants. Elle avait des amis qui l'appelaient. Elle avait un amoureux avec qui elle envisageait un avenir. Elle avait changé ses codes bancaires ce matin-là, parce qu'elle voulait partir, parce qu'elle avait décidé que sa vie ne ressemblerait plus à ce qu'elle était. Et elle n'a pas eu le temps. C'est ça, la réalité de l'affaire Jubillard. Pas les débats juridiques, pas l'intime conviction, pas le pyjama panda ni la housse de couette. Une femme de 33 ans qui voulait recommencer sa vie et qui a disparu dans une nuit de décembre. Ses enfants grandissent sans elle, sans réponse, sans sépulture, sans l'endroit où aller poser des fleurs et lui parler. C'est le vrai crime dans cette affaire. Pas seulement la mort présumée, mais ce que la disparition du corps inflige à ceux qui restent. Une douleur sans résolution, un deuil impossible. Et tant que Delphine ne sera pas retrouvée, quelle que soit l'issue du procès en appel, cette douleur continuera, pour ses enfants, pour ses frères et sa sœur, pour sa mère, pour tous ceux qui la cherchent encore. La question que tout le monde se pose, mais que personne n'ose dire. Il y a une question que j'ai envie de vous poser. Une question que les juristes évitent soigneusement, parce qu'elle sort du cadre strict du droit. Et si Cédric Jubillard avait tué Delphine, vraiment, mais d'une façon que personne n'avait anticipée? Pas un meurtre prémédité, pas un plan élaboré pendant des semaines,
mais un acte commis dans un état de dissociation, de rage ou de panique, suivi d'une gestion instinctive et chaotique des conséquences. Un homme éveillé cette nuit-là. Son téléphone éteint depuis 22h08, pas pour éviter d'être tracé, mais parce qu'il dormait ou parce qu'il avait éteint l'appareil pour ne pas être dérangé. Delphine qui rentre. Une confrontation. Un moment qui dégénère. Et ensuite, la terreur, l'adrénaline. Les décisions prises en quelques minutes par un homme sous cannabis, panique dans l'obscurité de la nuit. La couette qu'il met dans la machine sans même vraiment réfléchir à ce qu'il fait. Parce qu'il a besoin de faire quelque chose, n'importe quoi. Le corps qui l'emmène quelque part, pas loin, pas dans un endroit planifié, mais dans le premier endroit qui lui vient à l'esprit. Et puis le retour, le pyjama panda, l'appel aux gendarmes, le message à l'ami. Tout ça dans un état de dissociation qui explique l'incohérence apparente de ses actes. Lancer une lessive plutôt que de chercher sa femme. Parce que son cerveau fonctionne en mode survie, pas en mode logique. Ce scénario est cohérent avec les indices. Il est cohérent avec le profil psychologique. Et il explique pourquoi Cédric Jubillard, 5 ans plus tard, peut nier avec une telle conviction. Parce que dans ce scénario, il a peut-être occulté l'acte lui-même. Pas le souvenir de la nuit, mais le moment précis, la réalité de ce qu'il a fait. C'est pas une excuse, c'est une explication possible. Et c'est le genre d'explication qui rend les crimes les plus troublants, parce qu'ils ne ressemblent pas aux crimes des films. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de méchant calculateur, il y a juste un être humain qui, dans un moment de crise extrême, a fait quelque chose d'irréparable, et qui vit ensuite avec ça, d'une façon ou d'une autre. Le compte à rebours, septembre 2026. À l'heure où vous regardez cette vidéo, le procès en appel de Cédric Jubillard approche, le 21 septembre 2026, à Toulouse. Voici ce que vous devez savoir sur ce second procès. Contrairement à ce qu'on entend parfois, il ne s'agit pas d'un simple réexamen du premier verdict. C'est un procès entièrement nouveau. Un nouveau jury composé de nouveaux citoyens qui n'ont pas participé aux délibérations du premier procès. Les mêmes faits vont être présentés, les mêmes witness vont être entendus. Les mêmes experts vont témoigner. Mais devant 12 nouveaux cerveaux, 12 nouvelles intimes convictions qui se forgeront. La défense va vraisemblablement changer d'angle d'attaque. Après 4 semaines à tenter de semer le doute sans réel succès sur les indices forensiques, elle pourrait concentrer ses efforts sur le témoignage de l'ex-compagne de prison. Cette femme dont la déclaration sur le parloir est le pilier le plus vulnérable de l'accusation. Attaquer sa crédibilité de façon plus frontale, démontrer des incohérences dans ses déclarations. L'accusation, elle, devra trouver comment présenter un dossier déjà connu et médiatisé à des jurés qui auront peut-être lu des articles, vu des reportages, formé des opinions préalables. Le défi de la présomption d'innocence dans une affaire aussi médiatisée est réel. Et il y a une variable que personne ne contrôle. Est-ce que de nouvelles informations émergeront d'ici septembre? De nouveaux témoins? De nouvelles analyses forensiques? Une découverte liée au corps ou au téléphone de Delphine? Dans les affaires criminelles, il arrive que les années révèlent ce que les semaines ont caché. Nous verrons. Avant de clore cette vidéo, je veux vous dire quelque chose. J'ai passé beaucoup de temps sur ce dossier. J'ai lu les transcriptions d'audience, les rapports d'experts, les témoignages, les analyses juridiques, les articles de fond. Et à la fin de tout ça, je me retrouve dans la même position que vous, incertain. Pas dans le sens « je ne sais pas si Cédric est coupable ou innocent ». Dans le sens plus profond, je ne sais pas si le système judiciaire dans cette affaire a les outils pour établir la vérité. L'intime conviction de 12 jurés est une réponse humaine à une question humaine. Et peut-être que c'est tout ce qu'on peut faire. Peut-être que Delphine méritait au moins ça. Que quelqu'un soit tenu responsable. Que l'impunité ne soit pas la conclusion. Mais peut-être que si Cédric est innocent, et cette possibilité existe, aussi inconfortable soit-elle à envisager, alors on vient de commettre exactement le type d'injustice qu'on dénonce dans les affaires Patrick Dils et Omar Haddad. Ces deux vérités coexistent. Et c'est le vertige de cette affaire. Alors je reviens à ma question initiale. Après tout ce que vous avez entendu ce soir, les indices, les zones d'ombre, la psychologie, le droit et surtout Delphine, pensez-vous que la justice a rendu la bonne décision en octobre 2025?
Est-ce que 30 ans sans corps, sans armes, sans scène de crime, c'est justice? Ou est-ce que la France est peut-être en train de répéter une erreur qu'elle a déjà commise? Dites-le en commentaire, soyez précis, argumentez. Parce que cette question mérite mieux qu'une réponse de 2 mots. Le bilan de 5 ans, ce que l'enquête a fait à Cagnac-les-Mines. Il y a une dimension de cette affaire que les médias ont peu traitée. L'impact sur la communauté. Cagnac-les-Mines est une commune de moins de 5000 habitants. Tout le monde se connaît, tout le monde a une opinion. Et depuis le 16 décembre 2020, cette opinion divise les familles, les amis, les voisins. Parce que Cédric Jubillard n'était pas un étranger. Il vivait là. Il avait ses habitudes, ses connaissances, ses soutiens. Des gens qui le connaissaient, qui avaient bu un verre avec lui, qui avaient vu ses enfants jouer dans la rue. Des gens qui refusent de croire qu'il a pu faire ça, qui disent encore aujourd'hui que quelque chose ne colle pas dans l'enquête. Et puis il y a les autres, ceux qui ont vu Delphine grandir, qui ont travaillé avec elle à la clinique, qui connaissaient son sourire, sa générosité, son courage, qui sont certains, absolument certains, que Cédric l'a tuée, et qui vivent depuis 5 ans avec la rage de ne pas savoir où elle se trouve, de ne pas pouvoir lui donner une sépulture. Ces 2 camps coexistent à Cagnac-les-Mines, dans les mêmes rues, dans les mêmes commerces, parfois dans les mêmes familles. Et au milieu de tout ça, 2 enfants. Les enfants de Delphine et Cédric, des enfants qui grandissent sans leur mère, qui, si leur père est coupable, vivent avec le poids de ce qu'il a fait, et qui, si leur père est innocent, vivent avec le poids d'une injustice que personne n'a su rectifier. Ces enfants sont la vraie victime collatérale de cette affaire, quelle que soit la vérité. C'est pour eux aussi que le procès en appel de septembre 2026 compte, pas seulement pour la justice, pour eux, pour qu'un jour, d'une façon ou d'une autre, une vérité soit établie. Qu'ils puissent construire leur vie sur quelque chose de solide, pas sur le sable mouvant d'une affaire sans conclusion. Les parallèles qui font froid dans le dos. Cette affaire n'est pas unique dans l'histoire criminelle française, et c'est peut-être ce qui la rend encore plus troublante. Il y a des schémas qui se répètent, la nuit de la disparition, l'homme qui appelle la police, le comportement qui semble légèrement décalé, la machine à laver, le téléphone, et ensuite les années d'instruction, le procès, la condamnation ou l'acquittement. L'affaire Viguier est l'exemple qui revient le plus souvent dans les comparaisons. Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa femme Suzanne, disparue en 2000, jugé 2 fois, acquitté les 2 fois. Le corps de Suzanne n'a jamais été retrouvé non plus. Est-ce que Viguier l'a tué? Personne ne le sait avec certitude. L'affaire est classée. La vérité est dans le passé et n'en reviendra probablement plus. Est-ce que Jubillard va connaître le même sort? Acquittement en appel. Corps toujours introuvable. Affaire classée. Ou est-ce que la Cour d'appel de Toulouse va confirmer les 30 ans? Et Cédric Jubillard va rejoindre la liste des très rares personnes condamnées en France sans preuve matérielle de leur crime. Ces 2 scénarios vont avoir des conséquences qui dépassent cette affaire. Ils vont créer des précédents. Ils vont influencer des procès futurs. Ils vont définir les limites de ce que la justice française peut ou ne peut pas faire face à l'absence de preuves directes. L'affaire Jubillard va rentrer dans les manuels de droit, d'une façon ou d'une autre. Et ça devrait nous concerner tous. Il y a un détail de cette affaire que j'ai gardé pour la fin. Un détail qui, selon moi, est l'un des plus troublants de tout le dossier. Et il ne concerne pas Cédric Jubillard directement, il concerne le téléphone de Delphine. Nous avons dit que ce téléphone a été activé 6 fois entre minuit et 6h52 le 16 décembre, que chacune de ces activations nécessitait une intervention physique humaine selon les experts de Huawei. Mais ce qu'on n'a pas précisé, c'est ce qui s'est passé à 6h52. À 6h52, le téléphone de Delphine s'éteint définitivement. Il n'a plus jamais émis le moindre signal, ni bornage, ni connexion Wi-Fi, ni activation d'application, rien. Quelqu'un, dans cet intervalle, entre 4h51 et 6h52, a trouvé le moyen d'éteindre ce téléphone, alors que les gendarmes étaient présents sur les lieux. Comment? Depuis où? Qui? La défense n'a pas su exploiter cet élément de façon convaincante. L'accusation l'a interprété comme la preuve que Cédric avait mis le téléphone dans un endroit où il pouvait encore accéder à distance ou que l'extinction était programmée automatique.
Mais personne n'a donné de réponse satisfaisante à cette question. Et c'est ce genre de trou dans le récit, un trou que ni la défense ni l'accusation ne comblent parfaitement, qui fait que cette affaire ne ressemble à aucune autre. Il y a quelque chose, quelque part dans cette nuit du 15 au 16 décembre 2020, que personne ne comprend encore entièrement. Peut-être que septembre 2026 nous donnera des réponses. Peut-être pas. Et peut-être que Delphine Jubillard, quelque part, attend toujours qu'on la retrouve. Il est difficile de regarder cette affaire en face sans ressentir quelque chose d'inconfortable. Pas seulement la tristesse pour Delphine, pas seulement l'inquiétude pour la justice, quelque chose de plus diffus. La conscience que des situations comme celle-là existent dans des milliers de maisons, que derrière des façades ordinaires, un pavillon, un couple, des enfants, peuvent se cacher des dynamiques de contrôle et de peur que les voisins n'entendent pas, ou entendent peut-être sous forme de cris une nuit, et que quand ça dérape, vraiment dérape, il peut ne rester aucune trace. Rien d'autre que l'absence de Delphine. En septembre 2026, la Cour d'appel de Toulouse rendra son verdict. Nous en parlerons ici. Nous analyserons ce que les nouveaux jurés auront décidé. Et nous vous dirons ce que cela signifie pour Cédric, pour la famille de Delphine et pour la question qui reste 5 ans après, sans réponse définitive. Pour vous, là maintenant, j'ai une question. Après tout ce que vous venez d'entendre, les indices, la housse, le téléphone, le pyjama panda, la phrase du parloir, l'absence de corps, l'intime conviction de 12 jurés. Pensez-vous que la justice française a condamné le bonhomme, ou pensez-vous qu'on est peut-être en train d'assister à une erreur judiciaire? Répondez en commentaire. Je lis tout, et je vous garantis que sur cette affaire-là, les avis vont être tranchés. Et si cette vidéo vous a captivé, si vous avez regardé jusqu'ici sans décrocher, abonnez-vous maintenant. Parce que la prochaine vidéo traite d'une affaire encore plus troublante, celle d'un homme qui a disparu en 2011, qui aurait tué toute sa famille, et qu'on cherche encore aujourd'hui, quelque part dans le monde. Vous connaissez peut-être son nom, Xavier Dupont de Ligonnès. On se retrouve très bientôt.